Sunday Night Production. En course à pied, on cherche souvent à améliorer son endurance. Mais est-il possible de booster son cœur pour courir sans se fatiguer? Ou au contraire, la course à pied peut-elle être néfaste pour notre santé cardiovasculaire? Eh bien, c'est ce que nous allons voir aujourd'hui. C'est parti. Dans la tête d'un coureur vous présente Body and Mind, un nouveau programme dédié au corps et à l'esprit. Chaque mois, un médecin du sport et une préparatrice mentale vous donnent toutes les clés pour améliorer votre santé et votre mental grâce à la course à pied. Bonne écoute. Soyez les bienvenus dans Body and Mind, votre nouveau programme dédié au corps et à l'esprit des coureurs et coureuses à pied. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'avoir à mes côtés la docteure Marion Delpierre, médecin du sport et ultra-traileuse de haut niveau. Ensemble, on va essayer de comprendre quel est le rôle et les spécificités du cœur en course à pied. Marion, c'est un plaisir de te recevoir aujourd'hui. Qui plus est, pour parler d'un des organes vitaux les plus précieux du corps humain et du coureur à pied, notre petit cœur. Comment est-ce que tu vas ? Petit cœur, mais important, hein. Ça va très bien, Guillaume. C'est un plaisir de te retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode. Petit mais précieux. Alors Marion, techniquement et symboliquement, le cœur, il occupe une place extrêmement importante dans le running et chez l'humain en général, tout simplement parce qu'on pratique un sport d'endurance et qu'on rattache directement, à tort ou à raison, l'endurance à notre cœur. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur cet organe et surtout pourquoi est-ce qu'il est finalement aussi essentiel quand on pratique la course à pied? Parce que j'imagine que voilà, quand on pense course à pied, on pense cœur. Tout le monde a une vision un peu de cet organe, mais est-ce que les gens savent précisément, de manière exhaustive, quel est son rôle et comment est-ce que ça fonctionne en course à pied? Ça, tu vas nous le dire. Oui, alors déjà, le cœur, il faut savoir déjà que c'est un muscle. C'est un muscle qui est très puissant, qui est situé dans notre cage thoracique. Il est pas fixé à un os, parce que souvent, il est vrai que les muscles dans le corps humain, ils sont rattachés à un os avec les tendons. Et là, ben, c'est vrai que ce muscle-là, il est pas fixé à un os. Le cœur, il est en deux parties. Il a 4 cavités. C'est un organe qui est creux, en forme de poire. Bon, tout le monde a déjà dû voir à quoi ressemblait un cœur. Il est situé entre les poumons, vraiment au milieu de la poitrine. Et en fait, ce cœur, bah, il va assurer justement la circulation du sang dans tout l'organisme en se contractant. Donc, cette phase de contraction qui va éjecter un volume sanguin, c'est ce qui va déterminer ta fréquence cardiaque. Quand tu vois sur ta montre les battements, bah, c'est ça, c'est chaque contraction va déterminer la fréquence cardiaque en battements par minute. Je t'ai dit tout à l'heure, on va pas rentrer dans les détails vraiment anatomiques du cœur, mais on a dit qu'il était en deux parties. Donc la partie droite du cœur, c'est celle qui va se remplir de sang sur la phase qu'on appelle la diastole. Donc c'est une phase de dilatation du cœur. Et puis la deuxième phase, ce qu'on appelle la phase systolique, c'est la phase qui concerne la partie gauche du cœur où il va éjecter le sang dans le corps. Et en fait, ce sang, il va être gorgé, riche en oxygène, il va permettre aux cellules de recevoir le dioxygène et les nutriments nécessaires à la vie quotidienne, mais aussi du coup à ton activité sportive. Donc voilà, ce cœur, c'est un muscle. Il se repose jamais. Il est tout le temps en fonctionnement toute notre vie, du début à la fin. C'est vraiment une super pompe en fait qui va nous permettre. C'est un système clos avec les vaisseaux artères, veines. C'est une sorte de super pompe qui va permettre d'envoyer à tes cellules, à tes muscles, l'énergie nécessaire pour fonctionner. Donc, à l'effort, son rythme il va s'accélérer forcément parce que tu peux pas avoir le même rythme cardiaque au repos et à l'effort. Et il va fournir aux cellules du corps plus de dioxygène et de nutriments nécessaires à l'effort. Voilà, en gros, c'est son rôle. D'accord. Alors, si j'ai bien compris, le cœur, c'est un muscle. Et donc, si c'est un muscle, ça veut dire que peut-être on peut le renforcer, on peut l'améliorer, on peut faire du bodybuilding dessus, je sais pas. D'ailleurs, en course à pied, on recherche souvent à améliorer son endurance cardiovasculaire. Et justement, est-ce que tu peux nous aider à mieux comprendre comment est-ce qu'on peut aussi améliorer ses capacités, comment est-ce qu'on peut finalement le muscler? Parce que ça peut être très utile si on cherche à s'améliorer en tant que coureur ou coureuse à pied.
Oui, alors tu dit il y a eu 2 mots, il y a eu endurance et cardiovasculaire, donc je pense qu'il faut on pour être bien sûr de parler des bonnes choses, on va essayer quand même de redéfinir, certains termes pour éviter les confusions. L'endurance, enfin, alors souvent on dit que l'endurance, c'est, être capable de courir longtemps et voilà, on dit une personne qui est endurante, c'est ça, mais en fait, c'est plus précis que ça. L'endurance, c'est vraiment plus une question de savoir maintenir une intensité, assez élevée la plus longtemps possible. Donc l'endurance, c'est pas juste une notion de durée, mais c'est aussi une notion d'intensité. Et l'endurance cardiovasculaire, donc cardiovasculaire, c'est ce qui va concerner ton cœur, justement, dont on parlait là il y a 2 minutes, et aussi les vaisseaux et aussi, l'aorte, les artères, les veines, tout ce système clos qui va permettre d'apporter, de l'oxygène, à tes muscles et aussi d'évacuer en fait les déchets du muscle en fonctionnement. Donc, grâce au cœur, tu vas pomper le sang et apporter du coup une quantité d'un volume sanguin en fait, au niveau de tes muscles et il va récupérer en fait de l'autre côté les déchets au niveau du cœur, de la partie, droite du cœur. Tu vas récupérer tout ce qui va être, les déchets et le dioxyde de carbone pour pouvoir, l'évacuer grâce à la respiration, au niveau des poumons. Donc c'est vrai que cette pompe, elle fonctionne, on l'a dit, à l'infini et elle peut effectivement, s'entraîner, s'améliorer. On peut renforcer son cœur, faire qu'il soit plus puissant et qu'il expulse donc plus de sang par battement. Ce volume sanguin que tu expulses à chaque battement, bah, si tu entraînes, ton cœur, il va être, un peu plus fort, un peu plus puissant et du coup, il va pouvoir expulser un peu plus de sang à chaque battement. Donc effectivement, oui, ce sont des paramètres que tu peux améliorer grâce, bah, à l'activité physique, à l'entraînement. Ça, c'est intéressant et c'est la raison pour laquelle finalement les coureurs à pied ont des cœurs qui, au repos, battent moins vite. Il y a Oui. certains athlètes même qui peuvent avoir des cœurs qui battent à 30, 30, 32, 33, 35, 39, 40 battements par minute, quand on sait qu'un sédentaire, ça peut atteindre 70 à 75%. Oui, d'ailleurs, ça fait peur, à certains médecins qui sont pas forcément dans le sport, moi, il y a une nombre de fois où j'ai eu des patients qui m'ont dit: «Oh, on m'a fait faire un bilan, je bats à 40 au repos», mon médecin était très inquiet. Et même un test à l'effort, moi j'ai fait un test à l'effort et le médecin était paniqué, il pensait qu'il allait se passer quelque chose parce qu'il n'avait jamais vu voilà, un athlète courir à ces vitesses-là et ça l'avait beaucoup inquiété. Donc du coup, c'est pour ça que le cœur en fait va moins vite parce qu'il est plus musclé et donc il peut expulser une quantité de sang qui est beaucoup plus importante. Donc il n'a pas besoin de beaucoup pomper. Voilà, en fait, il va se réguler. Finalement, il va s'adapter. C'est là où c'est aussi toute la magie du corps humain, c'est qu'il est capable de s'adapter en fonction de sa musculature entre guillemets. Je caricature, mais c'est pour que tout le monde me comprenne. Et d'ailleurs, fut un temps, on pourrait se dire, les athlètes de haut niveau, bah, finalement, ils vont tout le temps courir à haute intensité, ils vont tout le temps faire beaucoup, beaucoup de kilomètres. Du coup, le cœur, il va beaucoup, beaucoup travailler et donc il va s'épuiser plus rapidement. Aujourd'hui, on sait que c'est pas forcément le cas, mais à l'époque, on pensait justement que l'activité physique affaiblissait le cœur. Aujourd'hui, on se rend compte que finalement, vu qu'il va moins battre au repos et que quand même, globalement, on passe plus de temps au repos, et ben, c'est bénéfique pour la santé. Mais est-ce que tu peux rassurer vraiment les coureurs à pied parce qu'on entend encore cette croyance qui veut que un sportif, un coureur fatigue son cœur finalement. Non, non, pas du tout. Comme on l'a dit tout à l'heure, il l'entraîne et puis après on n'est pas dans les conditions de stress, sur des séances, tout le temps en fait, hein. C'est des phases, tu des phases de repos, des phases d'entraînement donc à l'effort en fait, tu es d'accord avec moi que ton débit cardiaque, il doit augmenter parce que tu as besoin de plus d'oxygène, tu as besoin enfin tes muscles, ils ont besoin de plus d'oxygène et de nutriments et du coup, ce débit, il doit augmenter. Le débit cardiaque, c'est en gros, c'est le volume de sang, fourni par le cœur, sur une unité de temps, donc ta fréquence cardiaque. Donc à l'effort, ta fréquence cardiaque, elle augmente. Ton volume, expulsé, il peut augmenter aussi à l'effort et donc grâce à l'entraînement, en fait, tu vas pouvoir, renforcer ton cœur et expulser plus, de sang à chaque pulsation qu'un sédentaire, par exemple.
En gros, ça permet de ne pas atteindre trop rapidement ta FC max parce que comme tu vas augmenter ton débit en augmentant le volume expulsé, et ben ta fréquence cardiaque maximale, tu vas pas être à 180 tout de suite. En fait, ça va permettre vraiment d'atteindre des paliers, donc de pouvoir prolonger ton effort. Grâce à l'entraînement, les parois de ton cœur, elles se renforcent. La taille de tes cavités cardiaques, elles augmentent aussi. Tu as une petite dilatation. Donc ça encore, ça participe au fait que tu vas pouvoir expulser plus de sang par minute qu'un sédentaire qui va marcher et se mettre à courir derrière son train. En fait, il va être vite essoufflé parce que en fait, il va pas pouvoir expulser plus de sang parce que lui, il n'est pas habitué, son cœur n'est pas habitué. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il augmente sa fréquence cardiaque, en fait. Donc voilà, en faisant du sport, on muscle notre myocarde, on muscle notre cœur. D'où l'importance de pratiquer une activité physique régulière pour pouvoir améliorer sa santé cardiaque. Alors, on sait, la fréquence cardiaque, c'est un facteur individuel. Et justement, quels critères entrent en compte en matière de capacité cardiaque? Par exemple, au repos et à l'effort, on n'aura pas tous le même rythme cardiaque en fonction de différents critères. Qu'est-ce qui intervient justement? Comment est-ce qu'on sait aussi notre fréquence cardiaque maximale? Comment est-ce qu'on peut avoir un peu une notion de tous ces chiffres qui parfois sont un peu abstraits pour nous? Oui, alors déjà, tu sais qu'entre hommes et femmes, on n'est pas égaux. En fait, nous, on a un cœur qui est plus petit que vous. Il est un petit peu moins lourd, il est un peu plus petit, donc forcément, on n'a pas le même volume d'éjection que vous. Donc, il y a le facteur sexe qui rentre en jeu. Après, au niveau de la FC max, c'est sûr que ça dépend de l'âge. Tu dois connaître le fameux 220 moins l'âge pour l'estimation de ta fréquence cardiaque maximale. Donc déjà, ça, c'est quand même plutôt un bon paramètre, assez fiable. Bon, c'est vrai que c'est une moyenne, mais pour connaître vraiment ta FC max, faut faire un test à l'effort, en fait. Au moins, tu sauras ta FC max parce que ce 220 moins l'âge, comme j'ai dit, c'est une moyenne. C'est pas vrai pour forcément tout le monde, notamment chez les athlètes entraînés. Donc, c'est vrai que le test à l'effort, il a quand même tout son intérêt parce qu'au moins, tu connais ta FC max. On l'a dit tout à l'heure, ça dépend aussi le rythme cardiaque, il est différent chez un sédentaire et chez un sportif ou même le sportif de haut niveau. Donc, on a des variations selon le niveau, la condition physique. Et puis aussi, cette fréquence cardiaque, tu vois, elle peut aussi varier avec les conditions météo, comme la chaleur ou, enfin, tu as dû déjà courir en plein mois, oui, le froid, en plein mois de juillet ou en plein mois d'août quand il fait hyper chaud, forcément, ta fréquence cardiaque, elle est plus élevée pour une même vitesse que sur une séance que tu as fait au mois de mars. Tu peux avoir le cardio qui est quand même beaucoup plus haut parce qu'en fait, c'est ta viscosité sanguine qui change vu que on est un petit peu déshydraté. On a la viscosité sanguine, elle augmente. Le sang, il y a de l'eau dans le sang. Donc, forcément, si tu es un petit peu déshydraté, le sang, il va être plus... on va dire plus visqueux, donc il va falloir que le cœur il tape un petit peu plus fort pour envoyer la même quantité de sang. Donc voilà. Et puis l'état de stress, si tu es dans un état de stress pas possible, forcément Oui. sous l'action de certaines hormones qui sont produites dans le corps, et ta fréquence cardiaque elle sera plus importante. Donc voilà, tu as différents paramètres qui peuvent jouer sur ce rythme cardiaque. Quand on vous dit que c'est important de bien s'hydrater et de bien se reposer, parce que c'est souvent le manque de sommeil qui génère aussi du stress, tout est lié dans la course à pied, Tout il est faut lié. comprendre. Alors, on parlait tout à l'heure du rythme cardiaque au repos. C'est vrai que nous aussi, les coureurs à pied, on va pas se mentir, on aime bien des fois un peu faire la compétition. Tu vois, on est un peu les maniaques des chiffres. Et moi, j'ai déjà vu, on compare nos Garmin, nos Polar ou nos Suunto, pour pas faire de publicité, pour savoir un peu. Il y a des synthèses, tu vois, rythme cardiaque au repos, pour voir comment ça fonctionne. On entend aussi quelquefois des cyclistes du Tour de France avec des cœurs à 27, à 28 Ouais, au c'est repos. impressionnant. Des fois, on se demande comment c'est biologiquement possible. Est-ce que, du coup, c'est vrai de se dire que plus notre cœur il bat doucement au repos et plus finalement on est performant? Est-ce que c'est juste de penser ça? Oui, il faut pas. Alors, c'est juste. Après, c'est pas que ça, mais effectivement, une FCO, une fréquence cardiaque au repos, assez basse, ça montre quand même de bonnes capacités cardio-respiratoires.
L'activité physique, elle va baisser la tension, elle va baisser la fréquence cardiaque du repos. Donc, comme on a dit tout à l'heure, le cœur, c'est un muscle. Donc, en entraînant, il est plus performant. Il va devoir battre moins de fois par minute pour expulser la même quantité de sang que quelqu'un qui ne fait pas de sport. Mais voilà, pour moi, la perf les capacités cardio-respiratoires, elles ne se résument pas juste à une fréquence cardiaque de repos. Il y a aussi la capacité, par exemple, du cœur à récupérer, à descendre rapidement la fréquence cardiaque. Et ça, nous, on le voit bien en test à l'effort sur la fréquence cardiaque de récup à 1 minute, à 2 minutes, à 3 minutes. Plus tu vas savoir descendre rapidement ta fréquence cardiaque, mieux ce sera. Et puis, ce qu'on parlait tout à l'heure, la FC max, effectivement, d'avoir une FC max important, c'est bien parce que du coup, ce delta entre ta fréquence cardiaque de repos et ta FC max, ce delta entre les deux, c'est ce qu'on appelle la fréquence cardiaque de réserve, et ça montre cette fréquence cardiaque de réserve, c'est vraiment un des critères de bonne capacité cardio-respi, quoi. Donc voilà, il y a l'FC de repos, mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi la fréquence cardiaque maximale et puis la capacité du cœur aussi à récupérer, quoi. Tout à l'heure, tu parlais aussi de capacité cardio-respi, endurance cardio-respi. En fait, le fait de faire du sport régulièrement, ça va aussi augmenter tous les petits capillaires, tu sais, que tu as au niveau de tes muscles, au niveau de tes organes. Le fait de faire du sport régulièrement, ça va développer des petites ramifications au niveau de tes muscles. Comme tu vois un arbre qui a des racines, là, c'est le même principe. Plus tu vas faire du sport régulièrement, plus tu vas améliorer ton état vasculaire et donc développer des petits capillaires et donc augmenter les échanges entre le cœur, les vaisseaux et le muscle. Donc, tu auras une meilleure efficience, un bon apport d'oxygène et aussi une meilleure évacuation de tes déchets pendant l'effort. Donc, c'est double bénéfice, quoi. Alors là, on parle du cœur, mais c'est vrai que dans un prochain épisode, on pourrait pourquoi pas ne pas parler des poumons, même si les deux sont extrêmement liés. Mais voilà, on le garde dans un coin de notre tête parce que ça peut être un sujet tout aussi intéressant. Alors, avec tout ce qu'on s'est dit, Marion, la question que doivent se poser maintenant nos auditeurs et auditrices, c'est comment est-ce qu'on peut faire pour améliorer son cardio en course à pied? Parce que c'est quand même très utile. Alors, pour nos performances, mais aussi pour notre confort, parce que c'est quand même agréable aussi de pouvoir aller faire des footings, courir derrière un train, un bus par exemple, sans être forcément extrêmement essoufflé, pouvoir papoter. Il y a une notion de performance, mais quand on a un bon corps, il y a aussi une notion de confort et de plaisir à l'effort. Donc voilà, qu'on soit athlète à la recherche de la performance ou sport santé, on a tout à gagner à avoir un bon cœur. Qu'est-ce que tu peux nous dire? Voilà, quelles sont les choses qu'on peut mettre en place pour améliorer son cardio? Oui, un sportif, athlète, il peut, je pense, jouer sur plusieurs facteurs et on va peut-être en parler allez, 4 facteurs qu'on pourrait peut-être développer ensemble dans l'épisode. Avec grand plaisir, Marion. Le premier, on va commencer par le premier, selon toi. Pour moi, c'est la régularité. C'est la régularité dans l'entraînement, la répétition des efforts au fur et à mesure des semaines. Pour moi, c'est au moins 2 à 3 fois par semaine pour créer des adaptations cardio-respi, cardiovasculaires. C'est vraiment 2 à 3 séances par semaine. C'est pas forcément obligé qu'elles durent 3 heures, hein. Vaut mieux 3 séances de 45 minutes qu'une seule séance d'une heure 30. Tu vois, ça, c'est vraiment un truc que je dis assez régulièrement, tant pour on parlait tout à l'heure dans un dernier épisode, on parlait justement des tendons, des muscles, des blessures. Et plus tu vas créer un stress régulier sur tes structures musculo-tendineuses, mieux ce sera. Donc 2-3 fois par semaine, de la progressivité, de la régularité dans l'entraînement. Pour moi, c'est vraiment le premier facteur pour développer ces capacités. Le corps humain, dans son ensemble, c'est une véritable machine d'adaptation. Il est vraiment capable de s'adapter à toutes les contraintes qu'on lui fait subir. Il est capable de se renforcer. On ne se doute pas vraiment de toutes les choses que peuvent faire notre corps. Quoique, on le voit des fois, hein, tu vois, chez les personnes aveugles ou malentendantes, toutes les sens qu'ils arrivent à surdévelopper. Surdévelopper, ouais, c'est assez impressionnant. Hein. C'est vraiment, si vous avez déjà vu
voilà, comment le corps il est capable de s'adapter. Parce que vraiment, on est capable de développer nos sens, on est capable vraiment d'aller chercher des niveaux extrêmes si tant est qu'on en a l'utilité ou qu'on développe ces aptitudes-là. Ouais. Donc, le corps est capable de s'adapter, mais pour ça, il a besoin de régularité. Il faut vraiment qu'il y ait un intérêt pour lui à le faire. Et malheureusement, il est très feignant et il se débarrasse très vite de ce qui est inutile. Donc, alors ce serait fabuleux si dès qu'on développe quelque chose, il le garde, mais comme ça lui demande de l'énergie, comme ça lui demande de la calorie, s'il voit que c'est pas utile, très vite il va s'en débarrasser. Et on le voit avec les muscles. Quelqu'un qui va aller à la salle et qui va arrêter au bout de quelques mois, bah, le corps il va pas se fatiguer à garder autant de muscles parce que c'est coûteux en énergie. Bah, notre corps humain, il a pendant des millions et des millions d'années manqué de choses, de nutriments, donc il a tendance, voilà, à se débarrasser très très vite de ce qui est inutile. Donc la régularité, c'est important pour adapter notre corps, pour le pousser à s'améliorer, et la continuité, garder l'activité physique pour conserver ces acquis-là, parce que sinon, il le jette. Quel est le deuxième facteur, Marion? Le deuxième facteur, je dirais que c'est la diversité des séances. Pas faire toujours la même séance en fait. Varier les exos, essayer de balayer, tu vois, les différentes intensités, de savoir ce que c'est de courir, par exemple, l'endurance fondamentale en papotant avec un copain. Donc là, on va revenir à notre fameuse fréquence cardiaque où tu es autour des 60-65% de ta FC max. Si tu fais un travail intermittent avec des 30-30, des minutes, 1 minute, là, tu es plutôt à 100% de ta FC max. Et puis, si tu fais une séance plutôt orientée seuil, tempo, où tu es plutôt à 80-85% de ta FC max, je pense que pour moi, la diversité des séances, c'est hyper important pour progresser. Faire toujours la même chose, faire que des footings, tu vas pas progresser. Faire que des séances d'intensité, eh ben, tu vas te fatiguer et créer un surentraînement. Et donc là, pareil, tu vas plus être dans une phase de progression, mais tu vas plutôt devoir t'arrêter parce que soit tu es en burn-out du sport et des séances intenses, ou soit tu es blessé parce que en fait, tes muscles et tes tendons, ils n'ont pas la possibilité de récupérer avec des séances cool. Donc voilà, tant sur la prévention des blessures et sur la capacité à s'améliorer, la diversité dans les séances d'entraînement, c'est vraiment un facteur hyper important à prendre en compte. Moi, je prends souvent l'image de la voiture et de la boîte de vitesse, mais à l'image, hein, une boîte de vitesse, vous allez avoir 5 ou 6 vitesses sur une automobile. Si vous roulez en troisième tout le temps, alors c'est bien, vous allez avoir de la reprise, mais malheureusement, vous allez consommer beaucoup d'essence. Si vous roulez en sixième, à contrario, bah, vous n'allez pas avoir beaucoup de reprise, mais vous allez très peu consommer. Et c'est pareil chez un coureur à pied, finalement, chaque intensité, chaque vitesse a un rôle et a des avantages et un inconvénients. Et l'idée, c'est de pouvoir travailler justement une multitude de vitesses, pas seulement finalement faire de l'intensité et faire un peu du footing. Il y a plein de registres de vitesse qui existent, et plus vous allez travailler sur ces filières-là, et plus vous allez permettre à votre corps d'exploiter au mieux toutes ces intensités. Donc vraiment, la diversité des allures, c'est l'une des clés, et ça, c'est ce que souvent on parle de l'importance de la régularité, de l'importance de la progressivité pour progresser, et je pense qu'on parle pas assez justement de l'importance de la variété des allures, parce que vous pouvez travailler sur 4, 3, 5 allures différentes, et plus vous allez avoir un plan d'entraînement qui va travailler sur une multitude d'allures, et plus vous allez être performant, et vous allez avoir une palette pour être rapide et peu consommer d'énergie, parce que c'est comme une voiture, on est pareil, on cherche à être rapide quand il le faut, et quand il faut consommer très peu d'énergie, il faut qu'on ait un moteur économe. Donc voilà. Voilà. Quel est Pas mal l'image de la voiture. Moi, Ouais, bah, je la tiens d'un certain Fred, que j'embrasse au passage, voilà, qui était avec nous sur les précédentes saisons, et Ouais. qui souvent utilisait la métaphore de la voiture. Mais tu sais que souvent, on crée des choses à l'image du corps humain, hein. Souvent, l'ordinateur, l'image du cerveau, la voiture à l'image Oui. de nous. Est-ce qu'il y a un troisième facteur? Tu nous as dit 4 facteurs. Alors, quel est le troisième, Marion? Et ben, écoute, je dirais l'hygiène de vie. C'est sûr que ça, on a tendance à un peu l'oublier, mais ça fait quand même partie de la performance et de la progression. Donc, qui dit bonne hygiène de vie, bonne nutrition, quitte à, voilà, à se faire aider par un diététicien nutritionniste pour avoir les bons conseils. Mais voilà, je pense que ça passe aussi par une alimentation variée, équilibrée, riche
en fruits et légumes, pauvre en graisses saturées, enrichi en oméga 3 et en antioxydants. Voilà, ça passe aussi la performance, ça passe aussi par et surtout par une bonne hygiène de vie. C'est vrai qu'on a tendance à l'oublier, mais l'alimentation, ça a un impact direct sur notre cœur. Les personnes qui, sont souffrantes du cœur, généralement, on leur dit de faire attention à leur nutrition et c'est vrai que nous, les coureurs à pied, quand on pense, cardio, on pense surtout entraînement, alors que la nutrition, on l'a dit tout à l'heure, tout est lié et la nutrition, elle est aussi importante, donc on évite, les produits trop gras et on essaie de manger varié, équilibré parce que c'est aussi bon pour le cœur. Le quatrième facteur, Exact. il y en a 4, peut-être même d'autres, je sais pas, mais en tout cas, tu Ouais, non, je pense que alors après c'est vrai que ça rejoint un peu ce que je venais de dire sur l'hygiène de vie, la récupération. En fait, typiquement, c'est ce qu'on disait tout à l'heure avec les séances. Si tu fais que des séances dures, ça va pas et si tu fais, aucune récup, en fait, tu peux arriver dans cette phase de surentraînement. Je me souviens, on en avait parlé ensemble, sur, un précédent épisode où on avait abordé la variabilité de la fréquence cardiaque, le surentraînement, en fait, toute cette charge de travail interne, si tu débordes, le vase, ça peut altérer, en fait, le fonctionnement cardio. Typiquement, ta fréquence cardiaque de repos, on dit qu'elle augmente, en cas de surentraînement. Alors, faut pas faire, des mesures, sur, 1 ou 2 jours, mais si tu as l'habitude de surveiller ta fréquence cardiaque de repos au lever sur plusieurs jours et ben, tu constateras que si tu es en surentraînement, en période de fatigue, de ce qu'on appelle l'overreaching et ben, là, typiquement, ta fréquence cardiaque de repos, elle sera augmentée donc c'est vrai que la récup, ça fait aussi partie de l'entraînement. On cesse de le dire, mais c'est vrai. effectivement, hein, tu le dis, hein, un coureur en surentraînement, généralement, si le cœur, il a tendance à faire des grosses variabilités, ça doit nous inquiéter et surentraînement est égal, non seulement si vous vous entraînez trop, vous allez non seulement pas progresser, vous risquez de vous blesser, vous risquez aussi de régresser et des fois, ça peut être un bon signal, hein. Vous vous entraînez, vous avez l'impression de pas progresser, pourtant vous vous entraînez dur, c'est peut-être parce que vous en faites un petit peu trop donc voilà et encore une fois, c'est très individuel. C'est pas parce que vous voyez votre voisin qui fait des séances de, 70, 100, 120, 150, 200 kilomètres, qu'il arrive à les encaisser, que vous devez vous comparer en vous disant: «Bah non, parce que moi, mon collègue, il en fait beaucoup plus que moi et il tient». Non, c'est très individuel, donc voilà, on compare pas. Merci pour tous ces conseils, Marion. J'aimerais qu'on aborde quand même un peu plus la question de la santé, de la prévention en matière de course à pied et de cœur, parce que malheureusement, chaque année, on constate, moi qui cours beaucoup, j'ai déjà vu des personnes, des pompiers, voilà, en train d'intervenir sur des coureurs à pied, j'imagine en raison de problèmes cardiaques, faire des massages parfois. C'est des images qui sont un peu choquantes. On le sait aussi sur les grandes courses, on peut avoir malheureusement aussi des décès, des choses qui sont quand même très, très graves. Est-ce que, du coup, le running, la course à pied, peut quand même présenter un danger sur le cœur et sur notre santé, de crise cardiaque ou d'autres maladies liées à la pratique sportive, en particulier de la course à pied chez les coureurs à pied? Est-ce qu'on doit s'inquiéter, en quelque sorte? Non, bah, alors, la course à pied, c'est pas un sport, plus dangereux qu'un autre sport. Ce qui va être dangereux, c'est quand tu fais des efforts, inhabituels, imaginons tu as pas de condition, physique, tu as arrêté le sport pendant 10 ans et puis d'un coup tu te mets, dans la tête de courir un marathon, pas forcément préparé, de faire des efforts intenses inhabituels sans avoir pris la précaution de consulter ton médecin, de faire un petit bilan. Oui, là, ça effectivement, ça peut être dangereux. Si, tu t'y remets brutalement et intensément, ça peut être dangereux. Ces phénomènes que tu décris là, de crise cardiaque, ce qu'on appelle nous les morts subites aussi, c'est quand même, bon, plutôt rare chez les personnes en forme, suivies. Chez les plus jeunes, on va dire les moins de 35, plutôt moins de 30 ans, la mort subite, c'est plutôt lié à des malformations cardiaques, en fait, congénitales et après 35 ans, c'est plutôt les problèmes d'athérome, en fait, de maladies coronariennes où tu as tes coronaires. Là, c'est les vaisseaux qui viennent irriguer le cœur et ces coronaires, elles peuvent parfois se boucher, en fait, par des plaques d'athérome, de cholestérol, en fait et du coup, bah, ton cœur, il va être
en ischémie, il va plus recevoir d'oxygène à l'effort brutalement, et cette plaque, elle va venir boucher cette coronaire, et après, bah, c'est ce qu'on appelle l'arrêt cardiaque. Mais tu vois, globalement, il y a quand même, bon, c'est sûr qu'il y a quand même plus de risques chez les sportifs très occasionnels. J'aime pas trop le terme, mais on dit les sportifs du dimanche. Moi, tu sais qu'en tant que, enfin voilà, en tant que médecin, j'ai toujours eu plus peur de médicaliser des marathons que, par exemple, l'Ultra Trail du Mont Blanc que j'ai pu médicaliser à 2 années. Pourquoi? Parce qu'en fait, les personnes qui s'inscrivent à l'UTMB, à ces courses qui peuvent paraître extrêmes pour certains, et ben, ces personnes-là, ils sont globalement suivis sur le plan médical. Il y en a quand même pas mal qui ont fait des tests à l'effort aussi. Donc, c'est Elles sont des personnes qualificatives. voilà, et si elles sont qualificatives, tu dois valider des courses pour pouvoir y participer. Donc, c'est des gens qui sont entraînés, qui s'entraînent régulièrement pour ce genre d'objectif. Et puis le marathon, on retrouve plus quand même des sportifs plutôt occasionnels qui se lancent un peu le défi de vas-y, je vais m'inscrire à un marathon. Là, tu sais, t'as pas d'épreuves qualificatives. Tout le monde peut s'inscrire sur un marathon, en fait. Donc, c'est vrai que enfin, moi, en tant que médecin du sport, ça m'a toujours fait plus peur de médicaliser un marathon. J'ai toujours vu plus de choses sur un marathon urbain que un grand trail, qu'un UTMB, où c'est des sportifs qui sont peut-être quand même plus aguerris pour certains. Alors là, c'est une généralité, ce que je te dis, mais voilà, globalement, c'est vrai qu'il y a quand même plus de risques chez les sportifs occasionnels que ceux qui sont réguliers, quoi. Donc, ouais. On parle évidemment des problèmes de santé qui peuvent arriver au niveau du cœur ou ce genre de choses. Évidemment, après, il y a les risques de chute. Voilà, parce qu'on va nous sortir des statistiques comme quoi il y a plus de décès sur les trails parce qu'il y a des chutes, et on l'a vu encore Il y a les récemment, chutes. malheureusement. 2 années de suite, Bah, on a eu l'année des morts. dernière, 2 L'année années de dernière et il y a suite, 2 ouais, ans, on a eu ouais, ouais. malheureusement des décès. Voilà, on parle vraiment des maladies, enfin des problèmes cardiaques ou ce genre de choses. On ne parle pas du taux de mortalité. Voilà, pour que ce soit Ouais. bien clair. Qu'est-ce que tu penses des tests d'effort justement pour éviter ces problèmes-là? Voilà, tu parlais de malformation cardiaque, et je sais que des fois, même Mhm. chez des athlètes assez jeunes justement qui sont en sport-études, qui commencent un peu les carrières d'athlètes de haut niveau, on va leur faire passer justement des tests d'effort pour voir s'il n'y a pas de problème. On se souvient aussi certains footballeurs, on l'a vu passer, qui malheureusement n'arrivent pas à signer pro parce qu'on leur fait des tests d'effort et on se rend compte qu'ils ont des petites anomalies cardiaques. Est-ce que tu penses quand même que c'est intéressant de faire des tests d'effort, non seulement pour connaître un petit peu nos capacités, notre VMAMA, notre fréquence cardiaque maximale, mais aussi en matière de prévention? Qu'est-ce que tu penses aussi des visites médicales qui, on va dire, on va pas se mentir, enquiquinent un peu les coureurs à pied? On sait que c'est quand même une spécificité française, que des fois on a l'impression que c'est aussi pour essayer de donner un peu, de faire un peu le fonds de commerce des médecins. Alors je sais pas s'ils ont vraiment besoin de ça en ce moment, mais voilà, il y a un débat autour de ça, et voilà, la visite médicale est de plus en plus remise en question par les coureurs à pied, que ça embête quelquefois. Donc voilà, toi, c'est quoi ton regard par rapport à ça? Évidemment, ton regard de médecin sur les tests d'effort, sur le certificat médical, sur toutes ces choses. Pour moi, il est indispensable. Honnêtement, je vais te raconter pour commencer une petite anecdote que je rencontre quasi, allez, je vais dire toutes les semaines. C'est tu fais la consultation pour une pathologie ostéo-articulaire, une tendinopathie, un problème musculaire, et puis en fin de consulte, le patient, il te met le certificat sur la table où il te demande: «Ah bah, au fait, vous pouvez juste me tamponner ça», et ça me fait doucement sourire, enfin ça me fait sourire jaune, on va dire, parce que pour moi, cette visite médicale, déjà, c'est une consultation vraiment dédiée, spécialisée à ça, où on fait que ça, en fait. On fait que la visite médicale, où on va avoir un interrogatoire précis sur la pratique, sur les antécédents. Justement, on va rechercher, est-ce qu'il y a ce qu'on appelle des facteurs de risque cardiovasculaires? Est-ce qu'il y a des soucis dans la famille chez les parents? Est-ce qu'il y a déjà eu des morts subites? Est-ce qu'il y a des traitements qui sont pris par le sportif? Et puis, on va faire souvent, quand il n'a pas été fait, l'électrocardiogramme, tu sais, le CG de repos. On parlait tout à l'heure que les moins de 35 ans, c'était plus souvent des malformations congénitales qui provoquaient cet arrêt cardiaque. Et grâce à l'électro de repos, tu as quand même 70% de ces malformations qui sont décelées.
Un ECG de repos, ça prend 5-10 minutes. On va dire 10 minutes avec l'interprétation et il est recommandé par la Société française de cardiologie dès 12 ans de faire un électrocardiogramme et après de le refaire tous les 3 ans jusqu'à 20 ans et puis en vrai, c'est tous les 5 ans jusque 35 ans. Donc tu vois, il y a un consensus, enfin, il y a des recommandations faites par les cardiologues du sport. Il faut commencer à faire le premier électro de repos à 12 ans parce que effectivement, on peut trouver des anomalies, des malformations cardiaques qui peuvent potentiellement provoquer des troubles du rythme et le décès du patient pendant le sport. Et d'ailleurs, ça peut se passer aussi au repos aussi. Hein, c'est pas que forcément pendant le sport. Donc pour moi, j'insiste sur cette visite parce que ça nous permet de faire l'ECG de repos. Nous, les médecins du sport et aussi certains généralistes sont équipés du matériel pour faire l'électrocardiogramme de repos. Ensuite, on peut faire aussi une prise de sang. Enfin, tu vois, s'il y a un régime particulier, un régime alimentaire particulier, des évictions particulières, c'est quand même bien de temps en temps de refaire une prise de sang. Les femmes de notamment regarder où en est le taux de fer si elles ont des règles qui sont quand même abondantes. Cette prise de sang, elle permet aussi de faire un point sur les facteurs de risque cardiovasculaire qu'on citait là il y a 2 minutes parce qu'on peut doser le taux de cholestérol aussi. Donc voilà, c'est vraiment une visite complète qui permet de refaire le point. C'est pas du tout pour embêter le sportif, ça permet vraiment de refaire le point sur ces facteurs de risque cardiovasculaire. Et puis effectivement, on complète après, alors ça se fait pas dans le même temps, mais après on reprend un rendez-vous pour reprogrammer un test à l'effort. Si notamment on a devant nous un sportif qui a arrêté pendant 10 ans le sport et que d'un coup il s'y remet, honnêtement, moi je vais lui proposer, même s'il a 35 ans, hein, je vais quand même lui proposer un test à l'effort. S'il a 30 ans et qu'il a un facteur de risque cardiovasculaire, donc tu sais, c'est typiquement le tabac, le cholestérol, l'hypertension, ou s'il y a eu une mort subite chez le parenté de premier degré, le papa, la maman, et ben, tu peux avoir 30 ans et un facteur de risque cardiovasculaire et je vais te proposer un test à l'effort. À partir de 35, on va dire 40 ans, si tu n'as pas de facteur de risque cardiovasculaire, on te propose aussi un test à l'effort. Les femmes qui sont ménopausées et qui font du sport, parce qu'elles sont, tu sais, les oestrogènes, ça protège un petit peu du risque cardiovasculaire versus les hommes. Et une fois que tu es ménopausée, il y a plus cet œstrogène, progestérone. Donc, du coup, tu as le même risque qu'un homme. Donc, effectivement, on peut aussi te proposer de faire un ECG d'effort. Donc, voilà. S'il y a une reprise avec une longue pause, c'est sûr que je le préconise. Si tu as des symptômes, forcément, à l'effort, des palpitations, une notion de malaise, à l'effort ou au repos d'ailleurs, pareil, c'est une indication à réaliser un test d'effort. Et voilà, c'est vraiment juste pour regarder comment se comporte le cœur à l'effort, regarder les signes de souffrance du cœur à l'effort, des signes d'ischémie, de manque d'oxygène du cœur. Et puis aussi, tu peux avoir apparaître des troubles du rythme aussi à l'effort, ce qu'on appelle tu vois, des extrasystoles supraventriculaires, donc des troubles du rythme, le cœur qui s'emballe à un moment donné. C'est pas forcément ressenti par le sujet, par le sportif. D'ailleurs, la majorité des cas, je lui demande après, est-ce que vous avez ressenti au max, non, pas du tout. Donc, on peut se dire, je suis en forme, je suis en bonne santé, j'ai pas besoin d'aller chez mon médecin, tout va bien, j'ai pas de malaise, j'ai pas de symptômes à l'effort ou au repos, mais en fait, finalement, il y a quand même quelque chose. Donc voilà, les critères en gros que je t'ai donnés, c'est à peu près ça où on indique un test à l'effort. Le CG il est systématique et puis après le test à l'effort, on évalue selon le risque, quoi. Tu as raison d'insister, il faut jamais oublier que la dimension santé, la dimension bien-être par rapport à la dimension performance, je pense que si on fait du sport aussi, c'est pour être en bonne santé, c'est pour être vigilant, attentif à notre corps et le respecter. Et justement, Bien cette sûr. visite médicale, ça fait partie aussi de ce contrat de respect qu'on a avec notre corps. Malheureusement, il y a énormément de faux certificats médicaux dans les courses. Il y avait eu des études qui ont été faites. Alors, j'ai pas envie de donner un faux chiffre, donc voilà, je vais pas le dire de mémoire parce que peut-être qu'il serait faux, mais c'est vraiment extrêmement important. C'est en tout cas, on va faire un petit peu de prévention.
mais c'est pas anodin de faire un faux certificat médical. C'est usage de faux, surtout sur du médical. Donc c'est quand même assez, même si on va pas se mentir, la justice condamne plus l'usage de faux certificats médicaux dans le terme du travail, pour des absences de travail ou ce genre de choses, pas forcément pour le sport, mais voilà, et vous pouvez potentiellement avoir des problèmes, et notamment au niveau des assurances si vous avez Ouais, un ouais. pépin. Voilà, si l'assurance, si vous êtes sur l'UTMB, que vous avez une crise cardiaque, il faut un hélicoptère, il faut beaucoup, beaucoup de frais. Croyez-moi, ils n'auront aucun scrupule à vérifier les pistes pour justement se dédouaner. Si c'est des petites choses, ça va, mais s'il y a des gros moyens, voilà, certains en tout cas ne vont pas hésiter à vérifier voilà, si l'organisateur a bien le certificat, si le certificat est bon, parce que malheureusement, on vit dans un monde où les assureurs, les mutuelles ont tendance à vouloir faire des économies, donc soyez très très vigilants par rapport à ça. En plus de la dimension légale, même si après chacun prend les responsabilités, on n'est pas là pour vous faire la morale, mais faites quand même attention, et puis on respecte son corps. Bah oui, c'est quand même dommage de passer du temps à s'entraîner et si on prend pas soin de son entre guillemets, «de son outil de travail» quoi. Enfin, il faut prendre soin de son corps et le faire dans des bonnes conditions et puis après, bah, de toute façon, s'il arrive un accident, et malheureusement, voilà, si l'accident est là après, bah, c'est trop tard quoi. Enfin donc voilà, enfin pour moi, il y a une certaine, il y a ce suivi, refaire le point sur sa pratique avec son médecin, c'est quand même important, c'est pas une perte de temps et ça peut que servir aux sportifs, quoi. Et puis avoir un suivi médical avec un médecin qu'on connaît, avec qui on fait des points. Bah, le jour aussi où Ouais. on a un problème, on a un pépin, bah, on a plus facilement, voilà, on le connaît, on a un historique avec le Ouais, médecin, c'est il ça. sait, il nous connaît, et donc on a tout intérêt justement à être un peu professionnel dans cet aspect-là, en tout cas sérieux dans cet aspect-là, pour éviter les soucis. Et tout se paye, même si peut-être les auditeurs les plus jeunes qui nous écoutent ont 25, 28 ans, voilà, et enchaînent les courses, font pas forcément attention à leur cœur, aux visites médicaux. Croyez-moi, malheureusement, on passe tous un jour à la caisse, et si on veut avoir une pratique sur le long terme, mieux vaut prendre, voilà, c'est aujourd'hui qu'il faut faire attention, parce que sinon, quand ça tombe, ça peut faire très très mal, et après les blessures, c'est dur d'en venir. Voilà, bah écoute Marion, merci infiniment, ça a été un épisode hyper intéressant. Je te donne rendez-vous très bientôt pour un nouvel épisode du podcast Dans le tête d'un coureur. Je te dis à très vite. À bientôt, Guillaume.